Donc, oui, enfin, je sais pas, je refais les présentations. Michel Bernard, Lilia Hassen, David Diop et Cécile Coulon. On va commencer avec vous, David Diop, parce que, au hasard, comme ça. Il faut dire que, et sans doute certains et certaines d'entre vous présents ce soir le savent évidemment, vous avez fait une entrée, alors même s'il y avait eu un premier livre auparavant, mais vous avez fait une entrée fracassante dans le monde littéraire avec votre livre précédent, Frères d'âme, Goncourt des lycéens, lauréat de l'International Booker Prize, qui est le plus grand prix littéraire du monde anglo-saxon, livre recommandé par Barack Obama dans sa liste de lecture de cet été. Votre deuxième roman vient de sortir, toujours au seuil, La porte du voyage sans retour. Il figure sur la première liste du Goncourt. Voilà pour les présentations. Alors après l'hommage aux tirailleurs sénégalais de Frères d'âme, ici, vous vous intéressez à l'esclavage au XVIIIe siècle, mais vous le faites par, et c'est là où vraiment on a affaire à l'art romanesque, vous le faites par le truchement d'une histoire d'amour impossible entre une africaine, Maram, une jeune africaine qui échappe aux marchands d'esclaves, et Michel Adanson, un botaniste français qui existe. Ce personnage, on part d'un personnage réel. Qui était ce Michel Adanson ? Bonsoir à toutes et tous. Oui, Bernard, Michel Adanson, c'est un jeune homme qui a 23 ans en 1749 et qui arrive au Sénégal parce qu'il est envoyé par l'Académie royale des sciences de Paris pour décrire des plantes, une faune, une flore africaine, et faire sa place, c'est-à-dire finalement devenir le spécialiste de cette faune et de cette flore. Et je l'ai découvert il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années. Il m'a hanté parce qu'il a un rapport aux Africains et à l'Afrique qui sont très particuliers. Il fait l'épreuve de son corps, c'est-à-dire qu'il goûte. Comme c'est un philosophe, il expérimente. Il goûte à la nourriture. C'est un homme des Lumières, bien sûr. C'est un homme des Lumières. Et c'est un savant qui voyage alors que les voyageurs précédents étaient plutôt des commerçants. Et voilà qu'un jeune doctorant qui faisait sa thèse en Suisse arrive. Il est sénégalais et il me dit « Monsieur Diop, j'ai lu un article que vous avez écrit sur Michel Adanson. C'était pas mal, mais il manque quelque chose à votre article. » Et il était en effet allé au Muséum d'histoire naturelle de Paris et il a découvert les brouillons de Michel Adanson, dont un dictionnaire français-wolof où il y avait... Parce qu'il avait appris le Wolof sur place pendant ses voyages. Ouais. Il souhaitait avoir des contacts avec les personnes qu'il avait repérées comme étant capables de connaître ces plantes, des plantes qu'il voulait découvrir. Et ce dictionnaire est accompagné de toute une série de papiers où il décrit, il rapporte des contes, des légendes, de choses qui étaient vécues là. Et alors là, mon sang d'écrivain n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, mais c'est un matériau extraordinaire et j'ai envie de lui inventer un voyage secret, parce qu'il a écrit un voyage quand même, très bien écrit d'ailleurs, mais j'ai souhaité lui inventer un voyage secret où il recherche cette fameuse Maram. Mais cette Maram, peut-être qu'elle n'est pas aussi fictive qu'elle n'en a l'air non plus. Maram, c'est peut-être, l'idée de Maram est peut-être venue à la lecture d'un fragment, ou en Wolof, donc c'est la langue qui est parlée au Sénégal. Ou dans les textes d'Adanson, dans toujours. Dans les textes d'Adanson, oui. Au Muséum d'histoire naturelle, où il invente une sorte de dialogue entre une jeune femme et un homme qui vient de l'extérieur, et où elle se refuse un peu à ses attentes, à son attention, à la cour qu'il lui fait. Et ça m'a paru comme peut-être l'indice qu'il avait aimé une jeune femme. Et même si ce n'est pas vrai, j'ai souhaité vraiment inventer cette histoire d'amour. Là, la tentation était trop forte pour le romancier. Il y avait une brèche dans laquelle il fallait absolument s'engouffrer. Alors, nous allons écouter un extrait de votre livre, lu par Renaud, toujours. J'avais failli entrer dans les ordres dans ma prime jeunesse, quelques années avant mon voyage au Sénégal. Et fervent catholique,
j'attachais à la pudeur la grande vertu de nous garder de commettre trop souvent le péché de chair. Mais malgré les principes de mon éducation religieuse, malgré mon désir de m'arracher à ce spectacle horriblement dangereux et beau à la fois, je ne pus détacher mes yeux de Maram Sek, entièrement nue, occupée à découvrir un à un tous les récipients qu'elle espérait que la pluie remplirait d'eau. Elle s'était débarrassée du pagne qui, détrempé, devait la gêner dans ses mouvements, et déambulait ainsi, libre et belle, dans sa totale nudité comme une Ève noire que Dieu n'aurait pas encore chassée du paradis. La pluie l'avait lavée de la terre blanchâtre qui dénaturait son visage, révélant de hautes pommettes et des fossettes presque imperceptibles sur ses joues, même quand elle ne souriait pas. Ses seins gonflés de vie semblaient polis par un sculpteur, et la finesse de sa taille rendait plus évidente encore la splendide rondeur du bas de son dos et du haut de ses cuisses. Ne se sachant pas épier par moi, ses gestes étaient d'une grande liberté, et rien de son anatomie n'échappa à mon regard, si bien qu'il me sembla, bien qu'elle soit une femme achevée, qu'elle ne portait nulle part aucune trace de pilosité. Le spectacle qu'elle m'offrit à son corps défendant passa sans doute très vite avant qu'elle ne s'éloigne vers un autre endroit de la cour de sa concession. Mais le peu de temps qu'il dura, je me reprochai 100 fois de ne pas avoir assez de volonté pour détacher mes yeux de toutes les beautés de Maram Sek. Et je me recouchai ainsi, malade de désir et de honte à la fois, d'avoir abusé d'elle par le regard et la pensée, sans qu'elle se soit doutée que je l'épiais, courant nu, sous une pluie providentielle. Dites-moi, il n'y a pas qu'Adanson qui est amoureux de cette Maram, non? Alors, mon épouse se trouve dans la salle. Je le sais, c'est pour ça que je suis un peu taquin. Oui, mais ça ne m'étonne pas de vous, Bernard. Oui, c'est un être de fiction, c'est une femme idéale, et d'ailleurs la littérature permet d'inventer des femmes que chaque lecteur imaginera comme il souhaite imaginer. Alors, cette histoire d'amour, vous en êtes bien sorti là. Cette histoire d'amour impossible, ce qui lui donne toute sa force romanesque, c'est aussi, à travers ces deux personnages, la confrontation évidemment de deux mondes. L'Occident, cette Europe d'où arrive Adanson, et puis cette Afrique du XVIIIe siècle. Et le cœur du livre, il est là, sans doute. Oui, il y a deux représentations de la nature que je voulais confronter. Michel Adanson, c'est un botaniste, c'est un savant. Et c'est un homme des Lumières, donc il regarde le monde, il essaie d'en décrire toute la superficie. C'était un rêve des Lumières. D'ailleurs, l'encyclopédie, c'est étymologiquement créer le cercle de toutes les connaissances. Et c'est un siècle qui veut ne rien laisser échapper à la science. Et en face de lui, ou à côté de lui, il y a une représentation du rapport au monde qui est un rapport au monde où la nature, on se la concilie, où on n'essaie pas de se rendre comme maître et possesseur, comme disait Descartes. Et là, je voulais justement que Michel Adanson fasse un pas de côté, même s'il ne l'a pas fait, à mon avis, il ne l'a pas fait dans la réalité, mais qu'il fasse un pas de côté pour comprendre qu'il y avait d'autres représentations du rapport entre l'homme et la nature. Alors, il y a dans votre roman aussi, comme chez Alain Mascaro tout à l'heure, tout aussi un travail de restitution d'une époque historique, et donc un travail de documentation historique, déjà à partir des textes d'Adanson. Je voulais vous demander, à vous trois, vos livres ont aussi un rapport avec l'histoire d'une façon différente, si ce travail préalable de documentation vous est absolument nécessaire, et s'il est important. Qui veut répondre le premier? Alors, bonjour à tous. Pour moi, pas nécessairement, justement. Oui. J'aime bien l'idée que
qu'il y a pas mal de vérité aussi dans ce qu'on peut inventer, et de laisser aussi de garder cette liberté-là, évidemment de vérifier des choses, de se poser des questions, donc d'aller chercher, mais de garder cette part d'inventivité quand même, qui est parfois très fertile. Cécile. Dans le cadre de ce livre-là, j'ai fait plus de recherches que pour les précédents, mais plutôt des recherches sur des aspects très pratiques. Par exemple, je suis devenue spécialiste en voitures à cheval. C'est-à-dire que les malles postales, les calèches, les diligences, vraiment, je m'y connais maintenant. Parce qu'il a fallu que je travaille là-dessus pour une scène, enfin pour quelques paragraphes. Et j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur les vêtements, sur les différentes sortes de robes, de jupons, de dentelles, de cols, de manteaux. Franchement, je suis Coco Chanel, mais sans Coco Chanel maintenant. Et c'est vrai que c'est plutôt des détails sur certains aspects choisis plus que sur des paysages entiers ou des images entières. C'est focalisé. Est-ce qu'on n'a pas un 5e micro pour... non, je sais pas... Pour que chacun ait son micro, non, ça n'est pas possible. Bon. On arrive à travailler ensemble. Oui, on va le faire. Alors Michel Bernard, vous c'est une étape incontournable, puisque vous êtes vraiment dans le roman, a fortiori dans celui-ci, dans le roman historique. La documentation, c'est absolument essentiel, mais c'est un vrai combat. C'est un combat entre la documentation et l'imagination. L'imagination va plus loin que la documentation. Donc, la manière dont je m'en sors, c'est que je lis beaucoup, une forme d'imprégnation, et à partir de là j'imagine, et ensuite je me mets à écrire et je reprends la documentation et je vérifie que mon imagination n'est pas aberrante. Ça me conduit parfois à corriger, mais surtout à occuper les vides, c'est-à-dire ce que l'on ne sait pas, et là c'est le bonheur. Mais ce que l'on ne sait pas entre deux choses que l'on sait. Donc c'est un travail de reconstitution fantaisiste et rigoureux en même temps. La porte, alors ce titre, David Diop, La porte du voyage sans retour, bien sûr, c'est une allusion à l'île de Gorée, qui était le point de départ des esclaves vers les Caraïbes et l'Amérique, au Sénégal, où vous avez passé, je crois, toute une partie de votre enfance, votre jeunesse. Est-ce que pour ce livre, on parlait de la documentation historique, mais est-ce que pour ce livre, vous avez puisé, notamment pour tout ce qui relève des sensations, des impressions, est-ce que vous avez puisé dans vos souvenirs ? Oui, en effet. À un moment donné, je fais goûter à Michel Adanson un fruit qui n'existe pas en Europe. Et j'ai le goût de ce fruit quand j'écris, en fait, que lui-même le pratique, le goûte. Donc il y a toute une série une atmosphère, par exemple, j'adore l'odeur de l'écorce d'eucalyptus brûlée. Et j'ai réutilisé cette odeur-là pour en faire un motif du roman, du récit. Donc oui, c'est un livre où il y a beaucoup de moi. Alors je ne dirais pas que Michel Adanson, c'est moi, mais il y a beaucoup de moi dans Michel Adanson. Alors ce Michel Adanson, c'est un personnage passionnant car il est d'une grande complexité. On l'a déjà dit, c'est un homme des Lumières, c'est un savant de son époque, mais il est aussi imprégné des préjugés de cette époque et en particulier, il n'est pas opposé à l'esclavage. Il tombe amoureux de cet esclave qu'il va vouloir arracher au négrier, mais il y a un texte d'ailleurs, je crois, qu'il a écrit, qui est attesté, où il est favorable à l'esclavage. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant de montrer cette complexité à la fois de ce personnage et de l'époque. Oui, c'est une époque où on construit les grands idéaux des Lumières. La Déclaration des droits de l'homme, elle se prépare chez les philosophes comme Voltaire, Rousseau. Et en même temps, c'est une période où on assiste au pic de la traite des esclaves. Et certains philosophes ont parfaitement conscience de cela. Mais j'ai voulu montrer que et justement la littérature nous offre cette possibilité d'une complexité dans le regard qu'on peut porter sur des gens qui ont vécu longtemps après nous et sur lesquels on ne peut pas émettre des jugements sans
sans essayer de comprendre ce qu'ils vivaient. C'était un système, en fait, et dans ce système, il y a finalement beaucoup de violence, beaucoup d'injustice, il y a de l'humanité, et tout n'est pas tranché. Et moi, ce qui m'intéresse dans justement la littérature, et puis quitte à travailler finalement un peu ce qu'a pu dire ou pu penser Michel Adanson dans ma fiction, c'est la complexité. C'est éviter de condamner sans savoir que ce qu'ils ont vécu ou comment ils vivaient, nos ancêtres, eh bien, c'était pas simple. Et c'est cette complexité-là qu'il faut que je crois qu'on cultive pour éviter de tomber dans des polémiques rétrospectivement. Il faut comprendre la situation dans laquelle autant les uns que les autres se trouvaient. Oui, vous rappelez d'ailleurs que cette traite négrière n'aurait pas pu se faire sans la collaboration, et je choisis le mot à bon escient, des rois africains de l'époque. Oui, bon, alors il faut savoir qu'au moment où Michel Adanson arrive au Sénégal, contrairement à ce qu'on peut imaginer, là, on n'est pas encore dans une période coloniale où la France maîtrise l'espace colonial, hein, mais où elle négocie avec des rois qui sont en guerre les uns contre les autres. Alors il faut dire aussi que les puissances européennes favorisaient ces guerres pour accroître le commerce de l'esclavage, on a des textes sur ça, mais on sait pertinemment que pendant 4 siècles, l'esclavage n'aurait pas pu avoir cette forme-là, hein, et cette intensité si les élites locales n'avaient pas participé aussi à cela. Qu'est-ce qui, on l'a déjà abordé un petit peu tout à l'heure avec Michel Bernard, mais chez vous, David Diop, qu'est-ce qui vous procure le plus grand plaisir? Est-ce que c'est le travail sur la reconstitution, à la fois historique, mais aussi la restitution de vos souvenirs, de vos sensations d'enfance ou de jeunesse au Sénégal, ou est-ce que c'est la part purement romanesque, l'échappée imaginaire? Quand je me documente, je le fais comme ne doit pas le faire un enseignant, Alain pourrait le confirmer, je le fais sans notes, parce que je veux que ce soit ma mémoire affective qui me renvoie des éléments qui m'auront frappé et qui vont entrer là dans la fiction, dans l'écriture et dans le plaisir de l'écriture. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Le moment de la recherche, Alain disait 50 livres qu'il a lus sur la Shoah et dont il en a retiré quelque chose peut-être autour des Tziganes et de leur destin. Bien moi, je peux lire aussi beaucoup et j'oublie. Mais ce qui est essentiel pour moi, mais ça remonte à la surface au moment où j'écris et c'est une véritable surprise. Et ça ne s'explique pas. Alors, même si votre premier roman, Frères d'âme, évoquait la guerre 14-18, donc le XXe siècle, ici nous sommes au XVIIIe, et vous êtes prof de littérature du XVIIIe siècle, d'où vient chez vous cet attrait, cette fascination pour ce siècle, pour le grand siècle? Justement, c'est parce que c'est un siècle où on a une philosophie qui essaye d'inventer un horizon pour l'humanité. Et ça, c'est très prétentieux, c'est peut-être impossible, mais c'est en même temps fascinant. Et c'est cet horizon qui fait que nous vivons aujourd'hui en démocratie, ici en Europe. Et en même temps, cet horizon-là, il est démenti souvent par la dureté de la vie, par finalement les injustices dans le monde, mais c'est quand même quelque chose de magnifique. Et c'est ça qui m'avait plu, cette représentation du monde, même si elle n'est pas nécessairement universelle, elle a quelque chose de très beau. Et vous trois, dans l'absolu, quelle est l'époque qui vous fascine, dans laquelle vous aimez à vous projeter ou vous aimeriez vous projeter? Michel Bernard, allez, c'est le spécialiste. Ah ouais, j'ai deux époques. La fin du Moyen-Âge, parce que c'est encore le temps des chevaliers, ça se termine. On a un certain héroïsme, et en même temps, c'est le moment où va s'affirmer l'art moderne. Hein. C'est-à-dire que les œuvres d'art ont des auteurs déterminés. Hein. Le premier grand peintre français, c'est Jean Fouquet. C'est le premier dont on connaisse le nom, véritablement, sans savoir quelle est sa vie. Et la deuxième période,
Mais j'aurais pas voulu vivre au Moyen-Âge, parce que lorsqu'on est malade, on a des chances de mourir. Le Covid, on serait tous morts là, au Moyen-Âge. Non, j'aurais... C'est exactement ce que m'avait raconté Ken Follett aussi. Ah oui. Pourtant, Dieu sait Oui, s'il oui. a écrit sur le Moyen-Âge, mais Ah il oui, disait oui. surtout que Dieu me préserve d'avoir Oui, vécu oui. à cette époque. Avec la peste noire, je sais pas, en Europe, c'est la moitié, sinon les 2 tiers de la population qui a disparu en quelques années. Non, j'aurais pas voulu vivre à cette époque. Peut-être on survivait pas longtemps. Non, la fin du 19e siècle me fascine. Notamment à cause des artistes. Hein. Mais pensez que en 1913, dans les librairies, les nouveautés, c'était le Gros Maulne, Alcool. Aidez-moi, en 1913, il y a La colline aspirée de Barrès. Qu'est-ce qu'il y a encore? Proust, le premier, voilà, premier du côté de chez Swann de Proust. Vous arrivez en librairie au mois de septembre et on vous propose ça, et d'autres, et plein d'autres. C'est fascinant. Et puis, vous allez au concert, vous allez écouter Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Daphnis et Chloé. Non, mais c'est incroyable. Vous voyez? Bon, alors, chaque médaille a son revers. Un an après, c'est 14. Ouais. Et on meurt en masse. Lilia? C'est drôle parce que j'allais parler aussi de 1913. C'est pareil, le premier vol, c'est le vol de Roland Garros, je crois, qui, voilà, c'est vraiment le début aussi, voilà, début des automobiles. Enfin, c'est Apollinaire qui en parle très bien, mais le début de la modernité où tout est encore possible. On a envie de s'élever. Et justement, chez Apollinaire, il y a cette idée de vouloir presque toucher le soleil. On a envie de prendre l'avion. Voilà, tout est possible. Effectivement, il y a un effondrement juste après qui est dramatique. Et je crois que c'est parce qu'on aime écrire qu'on aime cette tension dramatique un peu. C'était ce choc un peu comme ça. Et l'autre période qui m'intéresse, c'est l'entre-deux-guerres. Pour les mêmes raisons, voilà, les années 20 et les années 30, parce qu'il y avait une joie de vivre et c'était la joie retrouvée de cette période. Ces années folles. Cécile Coulon, je ne sais pas pourquoi, le 19e siècle peut-être au hasard, non? Non, je me trompe. Au hasard. Non, il y a 2 périodes aussi. Alors, 19e est un moment un peu particulier, simplement pour voir la sortie de l'éducation sentimentale de Flaubert faire un four en librairie. Ouais. Livre que j'adore, qui aujourd'hui est considéré comme un classique. Ouais. Pour moi, c'est le plus grand. Oui, non, mais de le père du Flaubert. roman moderne, mais quand il est sorti, ce livre, et c'est pas Madame Bovary, c'est une catastrophe de librairie. Et d'assister à ça, ça doit être incroyable quand on sait ensuite ce que c'est devenu. Voilà, ça c'est une première chose. Et après, pour des raisons sportives, l'après-guerre. Parce que franchement, les gars qui ont fait le Tour de France après-guerre, c'était autrement plus difficile que maintenant. Et j'aurais aimé voir ça. Et puis on n'avait pas les mêmes. Enfin, après moi j'adore le sport, hein, donc je suis hyper butée, mais on n'avait pas les mêmes corps, on n'avait pas les mêmes moyens, et on commençait à en avoir, mais voir à quoi ça ressemblait après la Seconde Guerre mondiale, pour quelqu'un qui aime voir le corps sportif, ça devait être un spectacle de chaque seconde. David Diop, merci. Enfin, vous allez encore contribuer à la suite de la conversation, mais donc pour La Porte du voyage sans retour, édité au Seuil, on peut applaudir à nouveau David Diop.